Et donc nous voilà pour cette troisième vidéo de la soirée. Donc cette fois-ci Titi va jouer Protoss contre toujours l'IA. Donc toujours sur la même map. Cette fois-ci je vais un petit peu vous expliquer le fonctionnement du jeu Protoss, un petit peu comment cela fonctionne. Donc déjà ce que je peux vous dire pendant que la map est en train de charger, c'est que le Protoss c'est l'unité, la race la plus chère du jeu. Donc au niveau de la construction, donc la formation des unités, c'est une unité qui est très chère. Donc voilà, pour classer un petit peu les trois races, le Zerg est l'unité qui va chercher généralement moins dans le technologique, mais va pas coûter cher. Le Terran entre les deux, et alors le Protoss qui est une unité chère, donc qui va jouer avec beaucoup d'éléments technologiques. Donc voilà, la Titi qui prend sa base en bleu en bas à droite de la map. Donc en haut à gauche, comme je vous disais tout à l'heure, la map est à 2 points, donc deux positions. Donc voilà, ce sera forcément un en face de l'autre. L'équivalent donc du dépôt de ravitaillement et de l'Overlord est le pylône. Donc le pylône ici que Titi a posé à 9 le temps de sa construction pour qu'à 10 il soit pas supply block. Voilà. Après ça, le pylône obéit en fait à une zone de construction. Donc le Protoss ne peut construire que dans la zone du pylône. Donc il ne peut pas par exemple aller poser son portail ici ou son portail ici. Pareil que pour le Zerg, en fait il ne peut poser ses bâtiments que sur le creep. Ça j'ai peut-être oublié de le préciser également, mais ça vous donnera l'occasion de regarder les 3 vidéos, sinon vous comprendrez rien du tout. Voilà, alors, donc par exemple ici, si le Protoss veut faire ce qu'on appelle un proxy, donc un proxy c'est le fait de mettre un bâtiment proche de la base de son adversaire, il doit d'abord poser un pylône et ensuite poser un bâtiment de production. Oula, je crois que tu allais attaquer avec tes sondes. Voilà, donc ici la prise d'information qui est toujours très importante. Donc la Titi qui va aller directement de la B1 du Terran. Comme vous le voyez, le Terran ici, contrairement à la première game, il n'a pas wallé. Pourquoi? Parce que contre Protoss, c'est pas nécessaire. Il n'est pas, c'est pas vraiment intéressant de waller en début de game contre un Protoss en fait. Pareil en TVT, généralement on ne wall pas. C'est juste un titre en TVT, on ne wall pas non plus, hein. TVT, non. Voilà, en TVT on ne wall pas non plus, donc il y a vraiment qu'en Zerg qu'on met ses bâtiments pour bloquer la venue de l'adversaire. Voilà, donc ici Titi qui nous a pris donc son premier gaz, son deuxième gaz. Donc il va partir, voilà, parce que comme le Protoss est une race qui est assez chère, il faut beaucoup de gaz pour exploiter sa puissance technologique. Ce que Titi vient de faire ici, c'est ce que l'on appelle une poussée temporelle. Donc ça agit uniquement sur les bâtiments et en fait ça a pour effet de doubler la vitesse d'action du bâtiment. Imaginons ici, voilà, la sonde va se construire en... C'est combien de temps pour construire une sonde? 17 secondes. 17 secondes, voilà. Et donc ça va diviser par 2 le temps de construction. Ce qui est quand même pas mal. Donc ceci peut agir sur un bâtiment technologique, comme on le voit ici par exemple, ou sur un bâtiment de production, style le portail, si Titi déciderait de sortir un zélote par exemple ou une sentry. Voilà, le zélote qui était là d'ailleurs. Pour vous expliquer un petit peu justement les, les unités Protoss. Donc l'unité Protoss se comporte premièrement de l'unité T1, donc qui est le zélote. Le zélote qui est valeureux guerrier d'Ayur, qui va seulement tirer par terre et ne va pas tirer en l'air. Vous avez pour continuer le Stalker, ça je vais attendre qu'il soit sorti pour l'expliquer. Et vous avez ensuite le Mokor, donc qui sort lui directement du Nexus ici. Et donc lui qui tire par terre, donc il ne tire pas en l'air, et qui va permettre premièrement donc de prendre la vision par rapport aux différences de niveau que je vous expliquais tout à l'heure, de déployer ce que l'on appelle la purification, donc le phonon canon,
qui est ici, voilà. Donc ça permet en fait de faire tirer le Nexus. Donc le Nexus, c'est ceci, pendant 60 secondes. Donc c'est très utile lorsqu'il y a une attaque adverse. Voilà. Alors il permet également de faire une distorsion temporelle, pardon. Donc ça permet en fait de ralentir l'ennemi qui passe dans cette espèce de bulle. Le Stalker ici donc est une unité qui est c'est l'unité la plus rapide qui est du T1 en fait. Donc une petite bébête à 4 pattes qui tire par terre et en l'air. Et que voici. Concernant les bâtiments. Donc le portail ici qui a été ici transformé en porte de transfert, je vais vous expliquer ça par la suite. Donc c'est un portail qui peut sortir donc du zélote. Simple pour commencer, donc un Nexus, un portail peut sortir du zélote. Ensuite, on construit donc le noyau cybernétique pour avoir accès à une autre technologie, comme si en Zerg par exemple, on faisait un terrier de cafard ou en Terran on faisait un laboratoire technique sur sa caserne, qui va donc alors permettre de sortir de la sentinelle, donc de la sentry, et du stalker, donc que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ici, Titi qui nous a posé ce qu'on appelle un proxy pylone. Donc ça l'avantage en fait des Protoss grâce à ce bâtiment-ci qui a recherché donc le warp. Le warp c'est pour changer le mode de production. Donc rappelez-vous, en Terran c'est une production linéaire, donc les unités sortaient une à une avec une file d'attente. Chez le Zerg, il y avait les larves pour produire les grandes quantités d'unités. Et alors, chez le Protoss, il se sert donc ce qu'on appelle du warp. Le warp, donc, c'est le fait de transférer, littéralement, je pense qu'on va avoir un warp ici dans pas longtemps, voilà. Donc, transférer des unités directement via l'ennemi, sur l'ennemi, pardon. Donc ça a le gros avantage de pouvoir, par exemple, planquer un pylône ici, de pouvoir planquer un pylône ici, ou même beaucoup plus caché, de planquer un pylône ici en début de game par exemple. Et dans ce cas là, on peut warper directement dans la base de l'adversaire, ce qui peut occasionner beaucoup de dégâts. Voilà, donc bien sûr cela nécessite un temps de rechargement qu'il faut attendre en fonction de l'unité que l'on construit. Donc si on construit un zélote, donc une unité basique, le warp se rechargera plus vite qu'une unité, qu'un stalker par exemple. On peut donc warper partout là où il y a des pylônes. Voilà, donc Titi vient de nous sortir une autre unité que l'on appelle l'immortel. L'immortel donc qui est toujours une unité T1 mais un peu plus technologique. Bon, on peut même dire que c'est du ouais, plus ou moins équivalent en T2. Allez, ouais, je pense que c'est même une unité T2. Et alors lui il ne tire que par terre. Lui est vraiment une unité blindée, donc lui va permettre de faire du gros dégât sur du blindé, style par exemple comme on a du Terran en face, du maraudeur et du tank. Et il n'y a pas de... Voilà, le maraudeur est ici. Voilà, donc le maraudeur que voici par exemple contre l'immortel fait pas 2 secondes. Le tank par exemple ici n'a pas eu le temps de mettre beaucoup de coups à cet immortel pour pouvoir lui porter pas mal de coups. Donc ça, l'immortel voilà, est fort contre tout ce qui est blindé chez le Terran. Oui, je peux peut-être pas expliquer non plus, mais c'est un peu tôt, donc ça je vais vous éviter. La lourdeur des différences entre unités blindées, légères, etc. Ce sera pour une autre vidéo éventuellement. Voilà. Alors... Ici, Titi a posé un autre bâtiment que l'on appelle la baie de soutien robotique, qui est un complément au complexe robotique, qui va permettre donc de sortir du colosse. Le colosse donc, il va sortir, donc je vais vous expliquer ça dans pas longtemps. Grâce à l'unité de soutien robotique, on peut justement améliorer les unités, style par exemple la thermolance ou la vitesse de déplacement des unités, permettent de dévoiler les unités cachées, etc. Telles que Titi qui n'en a pas, qui n'en a plus, des observateurs, donc qui permettent, comme le vigilant, de voir les unités cachées. Pareil pour le Terran lui utilise ses scans en grande
en toute logique pour voir les unités cachées qui sont présentes sur le terrain. Voilà, donc il m'a entendu, il est en train de sortir un petit observateur. Donc l'observateur qui est lui-même une unité cachée, qui va permettre de révéler les unités ennemies. Chez le terrain, par exemple, ça peut être du Ghost, ça peut être de la Banshee Cloak. Donc la Banshee qui est une unité volante que je vous ai parlé tout à l'heure ici. Sauf que je vous en ai pas parlé, donc ça se peut aussi, on va vous en parler brièvement. Donc la Banshee Cloak, voilà, c'est une unité aérienne Terran qui, avec une recherche, peut se cacher. Donc ça c'est très utile si par exemple ici on met la Banshee directement dans la ligne de minerai de Chititi, ben forcément il va devoir avoir une unité ici pour voir les unités cachées pour pouvoir se défendre. Alors je vous ai un petit peu menti tout à l'heure, en fait on n'a pas la possibilité seulement de sortir les unités via le pylône, mais également depuis ce qu'on appelle un War Prism, donc une prisme de transfert, qui en fait en se déployant, donc en s'ouvrant comme une fleur, va permettre de lâcher des unités directement sur le combat. Voilà, le War Prism en fait c'est plus ou moins l'équivalent du Medivac, sauf qu'il ne peut pas soigner d'unités ennemies. Donc en fait le Protoss c'est la seule race où on ne peut pas soigner d'unités, pour la bonne et simple raison qu'ils ont un énorme avantage qui est le bouclier. Chose qu'ont pas les autres races. Donc qu'est-ce que le bouclier? Le bouclier, comme vous le voyez ici, le prisme a par exemple 100 points de transfert et 100 du bouclier. En réalité, on peut dire que le prisme a 200 de points à devoir endommager pour pouvoir le tuer en fait. Et ces points de bouclier par contre eux se rechargent naturellement. Voilà, comme je venais de vous expliquer, le War Prism en s'ouvrant comme une petite fleur ici va permettre de warper donc des unités directement dans la base de l'ennemi. Et là voilà, si l'armée de l'ennemi donc du terrain est disposée ici, il faut le temps qu'elle revienne et le temps qu'il contre cette attaque. Voilà, donc là c'était très bien joué de la part de Chititisha. Et réouvre son petit warp en fleurs et rewarp quelques zélotes. D'abord pour essayer de cancel la pose de cette tourelle ici. Pourquoi? Parce que si le terrain pose trop de tourelles, donc cette unité, ce bâtiment anti-aérien, le prisme, comme vous le voyez, il va avoir une espérance de vie très limitée par rapport à ça. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait maintenant? Le petit Titi. Voilà, donc là le colosse est sorti, donc je vais vous l'expliquer. Tu peux le mettre juste 2 cm vers la droite pour qu'on le voit. De quoi? Le colosse 2 cm vers la droite. Comme ça on va bien le voir. De quoi? Le colosse. Parce que là il est en plein au milieu de ton armée. Cool. Voilà. Donc là le colosse c'est une grosse unité Protoss. C'est une des unités les plus fortes du jeu. Il permet en fait, enfin avec la sentry. Donc voilà, on va profiter tant qu'il y a les glaçons parce que ça c'est un temps limité. Le colosse, lui, en fait, va tirer à tout ce qui est éloigné. Donc on s'imagine bien qu'avec une sentry donc qui va... je vais vous l'expliquer par après. Le colosse, donc, lui, est une unité qui va se déplacer. Il s'en fout des niveaux. Donc il peut se déplacer autant en ligne droite que, par exemple, d'ici de la B2 à la B1. Donc il peut passer les niveaux sans pour autant emprunter les petits escaliers ici, donc les choke. Et alors c'est un gros dégât donc de zone. Il lâche donc 2 lasers qui lui permettent de toucher plusieurs unités en même temps. Donc voilà, ici comme a montré Tichita tout à l'heure, avec la sentry, on peut lâcher donc des glaçons qu'on appelle force field. Donc avec ceux-ci, on peut bloquer littéralement l'armée ennemie en attaque et en défense. Donc c'est-à-dire que si par exemple Titi aurait lâché un force field ici et ici, l'armée n'aurait pas pu avancer, n'aurait pas pu reculer. Donc à ce moment-là, on peut littéralement bloquer l'adversaire, il ne peut pas s'enfuir. Donc s'il est bloqué au mur et que le colosse est là, ben là ça fait beaucoup de dégâts. Voilà, donc ici la Titi qui a décidé de jouer DT, donc DT qui est là grâce à ce bâtiment-ci qui est le sanctuaire noir. Donc le DT.
Le DT, c'est une unité qui a un très fort DPS, donc c'est une unité qui est invisible. Donc le terrain doit soit scanner, soit avoir une unité donc, de détection pour pouvoir voir ça, qui est en l'occurrence ici déjà sorti, qui est le corbeau. Et alors l'autre avantage du DT, c'est qu'il peut se transformer en archon. L'archon qui est donc hors de 2 DT, on se transforme en archon, que voici avec cette belle lueur bleue, qui est également une unité de dégâts de zone chez le Protoss. La grosse différence, c'est qu'il peut tirer en l'air également. Contrairement au Colosse qui lui ne tire que par terre. Alors comme vous le voyez ici, le DT est à... Ouf, là, il a pété. Il est en train donc de taper littéralement le mecha de l'adversaire. Et si le corbeau n'est pas à proximité, ben, il ne peut pas se défendre. Tout comme le Swarmost pour les ergs. Voilà donc l'archon ici qui est essentiellement puissant par rapport à son bouclier. Donc l'unité est également très forte dans le jeu. Donc imaginez une composition avec Colosse, Archon. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et c'est ce que va nous montrer Tisha. En plus c'est très joli quand ça tire. J'aime bien Protoss. Voilà, une autre unité de jeu qui est ici le High Templar. Donc le High Templar qui est sorti d'ici, donc de l'archive des Templiers. Donc c'est un bâtiment que l'on doit construire pour pouvoir bénéficier de cette unité. Cette unité qui a trois grandes particularités. Premièrement, si on prend 2 High Templars, on peut également les muter en Archon. Donc le muter pareil que celui-ci. Donc seulement ça coûte légèrement plus cher, puisque l'unité de base va coûter légèrement plus. Voilà, ici Titi nous fait le plaisir pour le spectacle de faire muter donc 2 High Templars en Archon. Et vous verrez, ils auront exactement la même forme que ceux mutés à partir de DT. La deuxième possibilité donc de High Templar est de faire la répercussion. La répercussion, c'est le fait de transformer l'énergie adverse en dommages de dégâts. Donc imaginons la Viper de tout à l'heure du Zerg a acheté, poum, il va transformer toute l'énergie de la Viper en dégâts. Voilà. Maintenant ici pour parler un petit peu du match-up contre Terran, ce Medivac là, qui a 200 d'énergie, un coup de répercussion dessus, il explose littéralement. Bon là il est vide, c'est pas encore très grave. Imaginez maintenant un drop de la B1 et l'exploser au vol. Voilà, c'est à ça que sert l'Archon, c'est vraiment à ça également. La deuxième possibilité qui est donc le Storm, que vous venez de voir ici. Le Storm donc qui est littéralement, en traduction littérale, un coup de tonnerre. Ouh là, le mot qui est Focus Fire, oh il s'en sort de peu, pauvre petit chou. Donc, là en fait, voilà la poussée, la distorsion temporelle lâchée par le Mokor que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ça c'est ce qui permet en fait de ralentir l'ennemi lorsqu'il passe dedans. Pour continuer donc l'explication sur le Rond Templier, donc avec le Storm, c'est également une troisième unité chez le Protoss qui va faire du dégât de zone. Donc lui va permettre également de toucher plusieurs unités en même temps. Donc c'est utile par exemple contre Terran lorsqu'on a une armée de bio, même de mecha d'ailleurs, bien paquée comme ici. Hop, 2 coups de Storm et là toute l'armée est touchée en même temps. Et ça peut faire vraiment mal. Donc Titi ici qui va essayer de mettre une petite pression avec son Archon et son Templier. Et qui va directement aller attaquer la B3. Il y en a qui font également par exemple des drops achetés dans la ligne de minerai. Donc des drops c'est avec le War Prism directement. Et qui vont en fait permettre de détruire d'un coup un grand nombre de VCS de l'adversaire. Et donc forcément d'endommager son économie. Vous voyez comme les deux archons ici tiennent vraiment bien par rapport à toute l'armée de l'adversaire. Et donc le tonnerre qui est en train de frapper et la force d'Ayur est complètement déployée sur le champ de bataille. Voilà. Quand le HT est vide, c'est généralement ce que l'on fait, on le transforme en archon. Parce qu'une fois qu'il n'a plus d'énergie, le haut templier, comme la Viper, ne va pas tirer tout seul. Donc pour ne pas le laisser inutile sur le champ de bataille, on le fait, on a deux solutions. Soit on attend que l'énergie revienne, tout simplement. Soit on le fait muter en archon, comme ça on a une force de frappe supplémentaire. Alors...
Donc ici c'est l'équivalent donc de la chambre d'évolution dans le Zerg. On peut faire donc ici évoluer l'arme terrestre et la défense tout simplement. Donc, je vais prendre une unité au hasard qui est voilà, le petit Stalker. Vous voyez donc ici Titi a déjà fait ses améliorations 2-2. Donc ça veut dire qu'il a 2 d'armure et 2 au niveau du combat. Maintenant, généralement, après quand il est passé 3-3, il peut par exemple améliorer le bouclier Plasma Protoss pour par exemple grandement améliorer l'efficacité des archons. Car celui-ci va augmenter donc la résistance du bouclier par rapport au coup. Retournons un petit peu au début de game, je vous ai expliqué donc que chaque portail pouvait donc warper des unités simultanément. Donc ça veut dire que comme le Zerg a une production simultanée, le Terran a une production linéaire et le Protoss a une production cyclique. Donc ça veut dire qu'il attend donc chaque cycle de warp pour pouvoir produire des unités. C'est sa façon la plus rapide de faire ça. Et forcément, plus on a de portails ici, donc de portails de transfert déployés, plus on peut mettre on peut lâcher plus d'unités sur le terrain en même temps. Alors, concernant voici 2 autres unités Protoss. Donc le Phoenix, unité très mobile, unité aérienne, unité donc qui fonctionne également avec de l'énergie. L'énergie simplement pour soulever l'adversaire. Donc il peut simplement le soulever avec son énergie, comme ceci. Et alors, si par exemple il est armé donc de 5-6 Phoenix, bah imaginez un ou deux Phoenix qui soulèvent les VCS ici, et puis poum! Ça c'est clairement une unité qui est destinée donc à faire chier l'adversaire. Également comme l'Oracle. L'Oracle donc qui est normalement une unité pardon, qui est utilisée plus en début de game, qui va être utilisée pour harass. Donc le terme harass comme je vous expliquais c'est vraiment d'embêter son adversaire avec en détruisant en fait tout ce qui est récolteur etc. Donc l'Oracle est une unité très puissante qui va permettre d'effacer rapidement les VCS, drones et autres travailleurs qui se trouvent sur le terrain. L'Oracle a également une autre possibilité qui est en fait de faire la révélation. Donc il révèle les unités qui sont sur le terrain pendant 60 secondes. Donc si par exemple on aurait lâché révélation ici, eh ben, Titi aurait été au courant que par exemple le CC n'a pas été transformé, etc. Qu'il y avait un bunker derrière, etc. Et y compris donc les nouveaux bâtiments qui sont construits. Si le terrain lui prend de mettre une ou deux turelles supplémentaires ici, Titi aurait été au courant pendant les 60 secondes. Alors, donc ces 2 unités sortent de la porte spatiale que je ne vous ai pas encore présentée. Donc le Phoenix que voici, l'Oracle que voilà, et le Phoenix, je pense pas qu'il en est déjà sorti. Il est mort. Il est mort, décédé. Donc le Phoenix, le Void, pardon, qui est une unité donc aérienne Protoss qui lui tire en l'air et par terre. Donc c'est une bonne unité, mais bon, le Skytoss est très puissant, mais il faut vraiment savoir le micro correctement, il est très difficile pour moi à jouer. Et donc hors de la portée spatiale, on peut donc sortir du haut de la tempête. Donc c'est un espèce de gros machin volant lent et inutile que personne ne sort, sauf que dans très rares occasions. Pareil pour le porte-nef. Je pense, ça fait longtemps que j'en ai pas vu des porte-nefs. On en sortait beaucoup dans StarCraft 1, mais dans StarCraft 2, les porte-nefs c'est vraiment pas ce qui est le plus marrant à sortir. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu vous parler de la porte spatiale. Je vais revenir légèrement sur les unités de gate. Donc les unités donc, qui sont sorties directement de la porte de transfert. Donc, avec ceci, en fait, c'est couple avec le conseiller crépusculaire qui va permettre plusieurs choses. Donc c'est vraiment un bâtiment d'amélioration. Donc qui va permettre de monter au niveau 2 et 3 des améliorations corps à corps et armure. Il va également permettre la possibilité de faire jouer ce que l'on appelle le blink pour le stalker. Donc le stalker ici, voilà par exemple les 2 stalkers ici
peuvent ce que l'on appelle blinker. Donc c'est-à-dire aller d'un endroit à l'autre sans marcher. Donc ils vont littéralement se déplacer sur la carte, comme ceci. Voilà, Titi nous a fait un bel exemple de blink. Donc ça, on peut blinker devant soit pour attaquer, on peut blinker derrière soit pour reculer, et on peut blinker également d'un niveau à l'autre si on a la vue, bien entendu. Voilà, donc là un blink très offensif pour permettre la race donc, de VCS sur la base de l'adversaire. Voilà, donc ça c'est une des améliorations que l'on peut faire avec le conseil crépusculaire. L'avantage par exemple que l'on joue c'est, ici le premier stalker est un petit peu endommagé, donc généralement on va le blinker vers l'arrière pour éviter de le perdre. Voilà, comme ceci. Et comme ça, il va se retrouver derrière, on aura toujours sa force de frappe, tout en gardant l'unité en vie. Voilà, donc ça c'est une des améliorations qui a été faite au niveau de chez le conseil crépusculaire ici de Titisha. Et voilà, donc il essaie vraiment d'utiliser le blink au maximum. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de stalkers, enfin quelques stalkers qui sont dans le rouge, mais ils sont toujours en vie. Donc ça, c'est toujours des stalkers qui tirent. Deuxième amélioration, donc, qui est le zélote, que voici. Normalement, le zélote voyage lentement et péniblement jusqu'à atteindre le corps à corps de son adversaire. Grâce au chargelote, le zélote va courir et va piquer un petit sprint juste devant. Donc va permettre d'attaquer plus vite au corps à corps. C'est quand même super utile lorsqu'on a une unité style maraudeur en face par exemple, ou même contre une petite mecha. Ça fait toujours plaisir d'avoir une unité qui tape plutôt qu'une unité qui ne tape pas. Il faut bien comprendre que le temps qu'elle arrive au corps à corps, elle a le temps de se faire tirer dessus, mais elle ne fait aucun dégât. Donc ça voilà, ça c'est le petit zélote ici. Alors, ce que Titi est en train de nous faire ici, c'est il transforme en fait son noyau de vaisseau mère en vaisseau mère. Ça veut dire quoi? Grâce ici à la balise de flotte, qui est quelque part... Ah, voilà, elle est ici. Donc, grâce à sa balise de flotte, Titi a eu la possibilité donc, de transformer son noyau de vaisseau mère en vaisseau mère. Donc en fait, c'est une unité qui va permettre de cacher toutes les unités qui sont en dessous de leur rayon. Je vous cache pas que cette fonctionnalité est quand même euh, très peu utilisée dans le match-up parce que c'est quand même un investissement assez conséquent. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas plus souvent que ça. Est-ce que tu as une idée pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le vaisseau maman en combat? Parce qu'il faut 100 secondes pour le transformer. Ouais, parce qu'il faut 100 secondes pour le transformer. En clair, c'est très très lent. Donc comme vous le voyez ici, le zélote est en dessous du vaisseau maman, donc du vaisseau mère, et est complètement caché de l'ennemi. Donc en gros, si le terrain n'a pas suffisamment de corbeaux, eh ben, il ne pourra pas taper les unités qui sont au sol par exemple. Y compris les unités en aérienne. Donc ça va vraiment cacher toutes les unités que le Protoss met en dessous de son vaisseau maman. Le vaisseau maman, qui normalement... tu pouvais pas faire un tourbillon normalement avec le vaisseau maman avant? En fait, il a il a le rappel. Ouais. Et avant, t'avais pas une option de tourbillon avec? Le vortex, c'est ça? Rappel en masse. Ouais, avant, il y avait, je pense. À Non. mon avis, c'est une option qui a été retirée. Donc oui, j'ai oublié de vous parler également du rappel en masse. Le rappel en masse, en fait, a la possibilité faire ramener toutes les unités qui se trouvent dans le champ du vaisseau mère ou du noyau de vaisseau mère, peu importe, directement sur le nexus de l'ennemi, de l'ami, pardon, donc notre propre nexus. Donc imaginons, vous êtes en pleine fight, et poum, ici, le Terran décide d'attaquer cette base-ci. Bah, Titi n'a plus qu'à faire un recall, donc un transfert directement vers la base à l'est, par exemple. Je vais le faire à l'est. Ok, voilà, donc voilà, ici le Titi va lancer le recall et hop, voilà, directement les unités vont toutes se rassembler ici. Je précise que ceci ne peut être fait que sur un Nexus, il ne peut pas être fait n'importe où sur la carte, sinon ce sera un peu facile. Je pense qu'il y aurait beaucoup de Protoss qui feraient ça directement dans la B1 de l'adversaire, et là ce
Ce serait rodéo party tous les soirs. Je pense que là, à ce moment-là, il sortirait le maillot de le vaisseau mère, même avec même 100 secondes, on s'en fout. Donc voilà, ça c'est pour vous présenter donc le vaisseau maman, qui est, comme vous voyez, une unité qui est très lente, une unité donc qui est aérienne, une unité qui va tirer au sol comme le Protoss en faisant des dégâts de zone. Ça c'est la gigantesque portée du Tempête. Voilà, vous voyez toute la puissance Protoss en action, c'est-à-dire que le terrain ne voit pas, ne voit rien à ce qui se passe. Le corbeau qui devient carrément cinglé ici au-dessus. Le Tempête ici, donc l'unité aérienne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui comme vous voyez a une énorme vision de jeu. Donc c'est-à-dire, regardez là où il tire, il est là ici, il tire une unité qui est là-bas et ça lui pose aucun problème. Un joli combat qui est en train de s'effectuer ici. Vous voyez ça, la force terrain qu'il y avait en face n'a pas résisté donc à la puissance d'Ayur qui était à l'opposé. Donc en fait, Titi il avait un peu une composition qui contrait le tout, c'est-à-dire qu'il avait du Void, il avait du Tempest, il avait le vaisseau maman, il avait le Colosse, il avait les Élotes pour le corps à corps pour temporiser. Donc c'était impossible un peu qu'il perde cette fight. Je vous ai peut-être pas parlé assez longtemps du Dislocker, j'ai oublié donc de vous spécifier quelque chose qui est donc l'alignement prismatique. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est une option qui va infliger beaucoup plus de dégâts sur les unités blindées du jeu. Oui, j'ai dit que je vous en parlerai plus, mais c'est vraiment la fonctionnalité de ceci. Donc lorsque c'est activé, ça augmente en fait le dégât sur ce que ça tire en fait, étant donné que tant que c'est blindé. Et alors ça dure le temps qui est la petite barre ici au dessus, comme les locustes chez les ergs, comme toute unité à énergie en fait. Voilà. Vous voyez qu'ici avec 3 disloggers, avec une amélioration 2 en attaque, on a quand même réussi à détruire un command center assez facilement et assez rapidement sans que le terrain ait la possibilité de réagir. Alors, Titi qui voilà qui commence à en finir avec la game, il est en train de massacrer son adversaire. Voilà, j'espère en tout cas que ces petits tutos vous plaisent. On essaie de faire notre mieux pour vous expliquer tout ça. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose ou que vous êtes passé à côté d'une info, c'était trop vite pour vous et vous avez besoin d'un complément d'information, n'hésitez pas, hein, lorsqu'on se réunit sur le TS, à venir nous dire un petit bonjour et à venir nous demander tout ça. Et voilà, Titi ici qui joue vraiment avec le colosse. Le colosse est une unité très forte. Imaginez 4 colosses ici qui vont tirer ensemble sur l'unité ennemie. Regardez-moi ça. Ça c'est vraiment quelque chose qui va faire mal. Ça tape sur le mental de voir des petits rayons comme ça qui traversent de part et d'autre nos bâtiments et unités. Voilà, il n'y a rien qui résiste franchement à ceci. Voyons voir si j'ai pas oublié de vous parler de quelque chose. Non, je pense que dans les grandes lignes, j'ai assez bien parlé de tout. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter, Titi? Non, ça me paraît très bien. Je pense que c'est assez complet aussi. Bon, maintenant, il est clairement impossible de vous expliquer les trois races comme ça sur 3 petites VOD. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a un type qui a fait des vidéos, mais il en a fait 10 qui durent 2 heures chacune. Et je pense qu'il a même pas réussi à faire tout le tour de la question. Ici, vraiment, ces tutos sont vraiment là pour vous donner une grosse idée sur la fonctionnalité du jeu StarCraft, la façon de jouer, comment ça opère, etc.
Et il faut bien comprendre que pour complètement comprendre l'aspect stratégique du jeu, faut le jouer, il faut vraiment passer beaucoup de temps dessus. Voilà, ça, il n'y a pas de miracle. Des petits DT ici qui vont se faire plaisir sur, je pense ici sur la baie en fait. Sur la baie, je ne sais pas combien, vu qu'il n'y a plus rien dessus. Allez, vas-y, lâche le GG, Lia. T'as Titi en face de toi, n'espère pas. Ah, il reporte ses casernes, il est courageux, lui. Voilà, vous avez tout cet aspect également du terrain qui va jouer. Donc imaginons par exemple une unité ici ne va pas avoir une unité qui est là parce qu'il y a un feuillage. Donc voilà, hop, vous voyez la petite différence de contraste. Vous avez par exemple ici également une unité qui va être ici avec un tank ici au-dessus, va pouvoir tirer là. Les unités d'en bas ne vont pas pouvoir tirer en haut. Donc tout est vraiment une question de placement d'unités, de stratégie, multifront, de nombre d'actions que l'on peut effectuer en même temps. Donc ici on n'a pas joué très très intensément pour vraiment bien vous expliquer toutes les unités de jeu. Mais imaginez par exemple un Terran qui va dropper ici, avoir un double front ici et en même temps attaquer la B2 de front à partir d'ici. Bon, ça demande quand même beaucoup de capacité. TNT qui dit GG à l'ordinateur, ça au moins il est fair play avec la machine. Donc voilà, comme je vous expliquais, le multifront ici, il y a moyen de voir vraiment de belles choses dans le jeu StarCraft. Et, euh, et voilà, donc voici pour vous expliquer tout cela. De toute façon, on va continuer à enregistrer les tournois One Hour, on va continuer à enregistrer les belles games qu'on pourra faire entre nous. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Voilà, je pense qu'on est bon. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire, Titi? Eh ben non, j'espère que ça plaira à ceux qui verront et puis à une prochaine fois. Ouais, c'est cool. Allez, voilà, ce serait donc la fin de cette troisième vidéo. Je clôture donc la partie tuto pour aujourd'hui. Salut, salut!